Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le tout premier épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Manon. Manon est éducatrice canine en méthode positive et bienveillante. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et son expérience, son rapport avec le monde canin, l'arrivée de June dans sa vie ou encore sa formation d'éducateur et sa vision de l'éducation canine. Manon nous présente aussi les différentes manières d'adopter et nous délivre de précieux conseils autour de l'adoption du chiot, comme le choix du bon élevage, l'importance d'en mesurer l'enjeu et de prendre son temps, ainsi que les conséquences personnelles que cette aventure peut entraîner sur votre vie. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon. Salut Manon! Salut! Tu vas bien? Ça va très très bien, je suis toute excitée en fait de faire le podcast, donc je suis contente. Trop cool, écoute, je suis ravie de te recevoir pour le tout premier épisode de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien, c'est un plaisir. On va rentrer en matière directement. Est-ce que tu peux te présenter d'abord de la façon dont tu le souhaites? Oui, donc je m'appelle Manon Persegol et donc mon entreprise s'appelle Good Doggy. Je suis donc éducatrice canine spécialisée en rééducation comportementale sur les secteurs de Lyon et sa région. Ok. Super. Et du coup, tu as un chien, j'imagine? Oui, accessoirement, oui, j'ai un chien. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien? Oui, donc il s'appelle June. C'est un mâle berger blanc suisse de 6 ans. Ouais. Formidable, un peu cassé, hein. Il tient pas la route chouchou, mais sinon il est génial. Hein. Ok, très cool. Donc le berger blanc suisse, tu peux nous présenter rapidement les grands gabarits, le caractère, etc. Ouais, c'est ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous imaginez un berger allemand blanc avec le dos droit. Voilà, okay. C'est déjà à peu près proportionnellement, on va être sur des physiques très similaires. C'est pas une race qui est très 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 ancienne. Mais c'est une race qui, par contre, va faire preuve d'une très grande polyvalence. Donc, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec un berger blanc. Et dans tout ce qu'on veut, il y a aussi le côté ne rien faire, ce que j'aime particulièrement, en fait. C'est un chien extrêmement pot de colle, donc c'est vraiment pas le type de chien à prendre quand on a envie d'un chien de jardin. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des chiens qui ont envie de rester collés avec nous H24 et toujours prêts et motivés quand on a envie de bosser avec eux, mais qui aussi ont ce côté de très sensible du berger qu'on peut retrouver sur les border collie ou autres. Ok, d'accord. Quelle était ton expérience avec les chiens avant d'avoir June? Dans ma famille, j'ai grandi avec deux boxers bringés, ouais. Et un chien que l'on a adopté à la SPA et qui s'appelait Alto et qui est un croisé border labrador. Je crois que c'est le croisement le plus commun de toute la France. Donc oui, non, c'était vraiment des chiens qui étaient super, mais par contre c'était pas mes chiens à proprement parler, c'était du temps de mes parents et par conséquent aussi une éducation bien différente de ce que j'ai pu faire avec June. Et ça a amené une relation totalement différente. D'accord, ok. Donc pas du tout la même expérience entre les chiens que tu as pu avoir dans ton enfance et là, ce que tu vis avec Non, c'était vraiment des chiens, typiquement les chiens de jardin, quoi, qui ne rentrent pas à la maison. C'était en coercitif à l'époque. Enfin, j'ai vraiment connu ça. Et d'ailleurs, j'ai voulu commencer à faire éducatrice canine en regardant 30 millions d'amis. Parce que j'avais vu des éducateurs qui utilisaient des petites friandises. Et donc, je voyais ces chiens-là qui s'éclataient et qui étaient à fond avec leur éducateur ou leur propriétaire. Et j'ai commencé à vouloir reproduire ça avec les pauvres croquettes de mon chien. Ouais. Et donc, j'ai pris des balais pour qu'ils passent par-dessus entre 2 chaises. Voilà, un truc du genre. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'amuser et me dire « mais en fait, on peut entretenir ça comme relation avec son chien. Ça a l'air super. » Parce que malheureusement, pour les loulous qui ont partagé nos vies, c'était pas... c'était notre époque. Pas leur quotidien. Ouais. Non, c'était pas leur quotidien. Ok. Et du coup, donc c'est ça qui t'a donné envie de prendre un chien, toi, j'imagine, une fois adulte? Ah oui, j'attendais que ça. Hein. Ouais. Ok.
Ok, trop cool. Et du coup, pourquoi le berger blanc suisse? C'était quoi tes critères de recherche? Tu connaissais déjà la race ou comment ça s'est fait? Comment ça s'est choisi? Je voulais en fait du coup me lancer dans la formation du BP éducateur canin et je savais qu'il fallait avoir un chien. Puis de toute façon, pour faire éduc, je pense que le minimum quand même c'est d'en avoir un accessoirement. Et donc je me dirigeais plutôt vers une race bergère parce que je me disais que voilà, c'était des chiens qui avaient cette envie-là de travailler et d'apprendre. Quand je me suis un peu lancée dans les recherches, j'ai découvert donc le berger blanc suisse. Et je crois que la première fois que j'en ai vu, j'ai eu des frissons tellement je les ai trouvés beaux. Et donc voilà, je me voyais déjà faire Princesse Mononoke avec mes 2 bergers blancs gigantesques, tu vois, devant moi. Ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est une crevette de 22 kilos, tu vois. Pas du tout. On m'a menti. Mais quand j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à la différence entre le border collie, le malinois, le berger australien, le berger allemand tout court, j'ai vraiment compris que le berger blanc suisse était la race qui allait le mieux me convenir. Déjà oui, bon, physiquement, esthétiquement, je suis sous le charme, on a bien compris. Mais au niveau du tempérament, ça coche toutes les cases, quoi. Ok, un peu moins dynamique peut-être que le border par exemple. Oui, tout est moins dynamique que le border. Ouais, c'est vrai. Voilà, ce côté bien plus posé que peut avoir le berger allemand, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la race du berger blanc. D'accord. Vraiment, ça peut être bien posé et quand même une petite sensibilité que je comprends trop bien parce que je la partage aussi. Et puis ce côté aussi très polyvalent où, comme je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me lancer, je savais que je voulais faire éducateur, mais est-ce que j'allais me spécialiser, est-ce que j'allais faire du sport avec lui, est-ce que j'allais faire du pistage, je n'en savais rien du tout. Donc j'ai vu large dans ses capacités. Et voilà, en fin de compte, il ne fait rien. Mais c'est très bien, ça lui va aussi, hein, je vous rassure. Et du coup, t'as pris June avant ta formation ou pendant? Enfin, ça s'est fait comment en fait? T'avais déjà commencé à te former? Non, je l'ai pris avant. De toute façon, tu peux pas rentrer dans la formation sans avoir un chien. D'accord, ok. Et je crois qu'à l'époque, il fallait qu'il ait minimum 6 mois pour pouvoir rentrer en formation. Et puis, bon, c'était aussi une phase où j'étais encore chez mon père. Donc, c'était quand j'ai commencé à pouvoir travailler, mettre des sous de côté, pouvoir subvenir à ses besoins un peu toute seule. Je me suis lancée dans le fait de prendre le chien. Et d'ailleurs, l'éleveur, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je le voulais parce que j'allais faire la formation, parce que j'allais être éducateur canin. Donc, on a longuement échangé là-dessus. Ok, super. Trop cool. Et du coup, donc, comment il est arrivé dans ta vie? D'où est-ce qu'il vient ses débuts avec toi, comment t'as préparé son arrivée, tout ça, j'aimerais bien savoir tout ça. Alors, June vient de l'élevage du Bois des Ternes, qui est un bon élevage. Un élevage qui, en tout cas à cette époque, était spécialisé dans le berger blanc suisse. D'ailleurs, tu tapes berger blanc suisse, je crois que c'est l'un des premiers élevages qui sort. Donc, j'ai pas eu beaucoup de recherches à faire. Parce qu'il faut savoir aussi, quand on n'est pas sur une race qui est à la mode, t'en as pas 3 tonnes non plus qui en proposent. T'as souvent des gens qui vont être passionnés et qui vont vouloir produire cette race-là, dont le Bois des Ternes. J'ai donc envoyé un petit email en expliquant du coup mon souhait d'en découvrir un petit peu plus sur leur élevage. Et puis ils m'ont invité pour un rendez-vous où on a échangé, je pense, pour bien 2 bonnes heures, où j'ai visité tous les locaux. M'a montré, était très très fière, où j'ai vu les chiots, où j'ai vu un petit peu tous les bergers blancs qui étaient présents sur l'élevage. Et puis on a vu ensemble du coup qui j'étais. Il m'a vraiment beaucoup posé de questions sur moi, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'aimais. Et ensuite, je crois que quand il a considéré que j'étais validée pour prendre un de ses chiens, vraiment je pense qu'il l'a choisi. C'est ça. C'est là qu'il a commencé à me demander niveau caractère, ce que j'attendais, niveau physique aussi, qu'est-ce qui me plaisait, pour pouvoir guider son choix. Mais l'élevage de June a pour particularité de ne pas nous laisser choisir les chiots. C'est lui qui a choisi mon chien parmi la portée. Qui attribue un chiot. Okay. Alors, il m'a envoyé une photo un jour, il fait c'est lui. Je fais De toute façon, je veux dire, tu fais c'est un chiot, donc c'est forcément mignon. et je trouve que il a fait un excellent choix. Ok, pas de regret. Ah bah non, dis-moi. De toute façon, je suis coincée maintenant. Non, mais c'est vrai que sur le coup, ça peut être un peu déstabilisant, j'imagine, que de pas pouvoir choisir, je sais pas. En fait, il m'a vraiment rassurée. C'est un éleveur quand même qui prend le temps d'échanger avec toi, et puis qui, je pense, quand même est le plus à même de choisir parce que c'est lui qui connaît ses chiots. Oui, bien sûr. Il les connaît par cœur, en fait. Donc, le petit point négatif de l'élevage, c'était qu'à l'époque, en tout cas, il réalisait encore ce qu'on appelle le test de Campbell. Donc, en fait, tu retournes le chiot sur le dos pour vérifier s'il n'est pas dominant. Enfin, bref, c'est ringard, les gars, ça se fait plus.
À cette époque-là, j'avais pas d'avis spécialement sur ce sujet. Ouais. Et elle m'avait dit, c'est celui qui avait le mieux réussi. C'était le plus soumis, ouais. Bon, c'était un petit peu nul. Mais en tout cas, quand je suis arrivée le jour J pour récupérer mon chiot, j'ai un chiot qui m'a foncé dessus. Moi, j'ai été filmée à ce moment-là, on le voit, il me fonce dessus, il me va dans les bras, il a peur de rien. Il était... non, ouais, j'ai pleuré parce que ça faisait 4 ans que je saoulais mes proches avec le fait d'avoir un chien. Je me disais, vous verrez, un jour, quand je serai grande, j'aurai un chien et je serai éducateur canin. Personne ne me croyait, c'est-à-dire qu'à la fin, vraiment, il disait oui, bien sûr. Mais quand enfin il est arrivé, ah ouais, c'était fou. Trop cool, trop bien. Et du coup, comment s'est passée son arrivée à la maison ? Alors, on avait un petit peu tout préparé, tu sais, le petit panier qui n'a effectivement pas fait long feu, évidemment. La gamelle, les petites croquettes qui allaient avec. De toute façon, tu sais, comme tout le monde, hein, tu gardes les mêmes croquettes que l'éleveur au départ, et puis ensuite, tu changes si besoin. Je me rappelle surtout que j'étais fatiguée. Vraiment. Je suis retombée sur une photo de moi prise 15 jours après l'adoption. Mais vraiment, on a l'impression que je suis mère de 3 enfants, quoi. J'ai des cernes, j'ai les cheveux crêpés sur la tête. Et sur la photo, j'avais écrit « Sortez-moi de là ». J'étais vraiment claquée. Il était super. Mais je veux dire, un chiot, ça chamboule ton quotidien, ça chamboule ta vie, ça chamboule ton rythme. Et il faut les surveiller un peu comme le lait sur le feu. J'étais vraiment très, très fatiguée. Mais bon, fort heureusement, au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Il apprend les consignes de la maison, puis il prend en maturité. Donc, c'est de moins en moins fatigant, je vous rassure. Mais vraiment, au départ, c'est surtout un souvenir de fatigue. Ouais. Et puis voilà, 2-3 bêtises de chiot, mais vraiment je trouve qu'il était particulièrement facile, Doudou. Il était cool, j'ai pas eu de soucis pour la gestion de solitude, j'ai pas eu de soucis avec l'environnement, vu qu'il vient d'un super élevage qui avait déjà fait un travail de familiarisation. Moi, quand il est arrivé en ville, il a eu vite fait sursauter sur 2-3 trucs, et puis après, au bout d'une semaine, il a fait ok. Donc vraiment, c'était easy, quoi. Trop cool. Et la propreté, par exemple ? Moi, en appartement, c'est ça ? Ouais, en appart. Et du coup, la propreté, ça a été long parce que l'appartement. Et parce que aussi beaucoup de traitements médicamenteux, parce que malheureusement, June a eu beaucoup de soucis de santé qui n'ont rien à voir avec l'élevage, parce que du coup, j'étais en contact avec eux, ils me demandaient souvent des nouvelles. Enfin voilà, de ce côté-là, ils sont clean. Hein. Et puis, j'étais même en contact avec certains frères et sœurs, et tout le monde va bien. J'ai vraiment le cassé du truc. Ouais. Et il a commencé à beaucoup se gratter, à avoir des plaques, bref. Il a fait une dermatite atopique et on a eu une espèce d'errance médicale qui a duré pendant plusieurs mois avec beaucoup de traitements qui ont un effet diurétique. Et je n'étais pas au courant de cet effet secondaire. Donc, du coup, au niveau de la propreté, c'était chaud. Mais juste, il ne pouvait pas se tenir, en fait, Bichou. Ouais. Et ensuite déjà à ça... de base, c'est chaud. Ah ouais, de base, c'est chaud. Ça, ouais. Avec sa dermatite, ça a créé des difficultés de digestion. Il a commencé à avoir des diarrhées. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment, la maison était dégueu. Et ça a été très, très long pour trouver la bonne alimentation, le bon traitement pour pouvoir l'aider. Enfin, là, sur ce point, je pense d'ailleurs aussi qu'il n'est pas très grand à cause de ça. Parce que tu as une difficulté d'assimilation sur la phase de croissance. Il est tout petit, chouchou. En plus de ça, tu rajoutes des médicaments, voilà quoi, ça coupe bien la croissance. Donc voilà, j'ai une crevette, c'est pas pour rien, mais je pense que j'ai le plus petit berger blanc de France. Il a cette particularité-là. Prend pas de place. D'accord, ok. Et tu m'as dit donc que tu as commencé ta formation peu de temps après son arrivée, du coup. Quel rôle il a joué dans ta formation ? Est-ce que toi-même, tu as eu recours à de l'aide extérieure ou du coup, j'imagine que tu étais quand même bien entourée déjà, mais comment ça s'est passé pour j'ai fait appel à des éducateurs canins pour m'accompagner un petit peu sur certaines choses. June, à cette époque-là... Pourquoi est-ce que je les ai appelés déjà ? Tiens, aussi pour vraiment les trucs du quotidien, mais j'ai pris que des cours à l'unité par-ci par-là. Ouais. Et puis lors de la formation, en fait, chose qui a changé maintenant sur cette formation, on ne fait plus passer d'évaluation avec les chiens, mais à l'époque, il y avait une évaluation finale où on devait montrer les comportements qu'on avait appris à nos chiens. D'accord. Ce qui n'était pas génial parce que du coup, on leur mettait un peu une pression monstre. Et pendant déjà que la formation est très très dense, très riche, émotionnellement même parlant, les chiens subissaient beaucoup la pression. Donc maintenant ils ont arrêté ça et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Mais voilà, ils nous permettaient du coup d'expérimenter et puis surtout après de justifier grâce à l'évaluation finale qui était faite dessus. D'accord, ok.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à comment tu es devenue éducatrice canine? Est-ce que ça a toujours été un rêve? Comment ça s'est fait? Eh ben, en fait, je veux être éducatrice depuis mes 14 ans, pour de vrai. Ok. Ah ouais. Tu sais, avec les fiches métiers là, de la conseillère d'orientation, et j'ai trouvé cette carte et j'ai fait waouh, éducateur de chien guide d'aveugle. Ouais. Et j'ai montré, je fais ça a l'air génial. Et elles m'ont dit, mais c'est pas un métier. Oh. Alors du coup, Mais j'ai il y a une rangé la fiche. carte. Je te jure, j'ai rangé la carte. Vraiment. Et à la place, je suis partie dans des études de milieu de l'art, en fait. Ce qui n'est pas non plus un métier. Non, je rigole. Mais en fait, comme j'ai fait une fac en fait, d'art plastique, j'avais fait option littéraire pour pouvoir dessiner, avoir des cours supplémentaires en fait, dans le dessin. Et j'ai suivi ça par des études après en fac d'art. Mais c'est fou parce que ça, par contre, personne m'a dit que c'était pas un métier, tu vois. Alors que, genre, je sais pas, tu fais une fac d'art plastique, tu te dis pas, waouh, c'est sûr, elle va avoir un avenir, tu t'en sais rien en fait. C'est un secteur vraiment très particulier. Ouais. Mais comme dans ma famille, tout le monde était, tu vois, il y a danseuse classique, il y a ma tante qui est artiste peintre, enfin bref, ils sont tous dans le secteur, ça leur a paru normal. Genre, éducateur canin, mais qu'est-ce que tu racontes? Artiste, tu vois, on ne sait même pas dans quoi. Là, par contre, oui, c'était nickel. Donc voilà, je me suis dirigée là-dessus. Et en fac d'art plastique, je me suis bien rendu compte que je faisais n'importe quoi et que c'était une passion, mais que je n'en ferais pas mon métier. Je me suis posée et je savais par contre, pour sûr, que je voulais réaliser un métier qui me plaisait. J'ai trop vu mes parents galérer les boulots de job alimentaire. Je savais une seule chose, c'est qu'il fallait que ça me plaise. Donc tu vois, j'ai pas eu peur de partir en fac d'art plastique, ça m'a pas fait peur de partir faire éducateur canin. Hein. Voilà, on va dire, j'ai jamais eu un choix de métier très, très standard. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je veux faire. Comment est-ce que je peux réaliser ce projet-là? Et j'ai été accompagnée par la mission locale. À l'époque. Okay. Je suis tombée sur un chic type absolument formidable qui m'a beaucoup aidée, en tout cas soutenue. Après les recherches, c'est moi qui les ai faites et j'ai cherché des formations. Je me suis rendu compte que ça coûtait cher. Et là, c'est un peu compliqué parce que pour être éducateur canin, t'as pas besoin d'un diplôme d'État comme moi. Il te suffit en fait d'un certificat qui s'appelait le CCAD et maintenant c'est la CCEAD, je ne sais plus. Il y a un nouveau nom et à chaque fois qu'on veut me le sortir, je n'arrive plus à le dire. Mais voilà, en tout cas c'est un certificat de capacité. Et ce qui ne justifie pas de formation hein, pour le coup. Certificat de capacité, c'est juste une mise à niveau pour justifier de connaissances pour travailler dans le milieu animal. Tu vois, donc c'est un QCM. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, t'as des gens qui ont que ça et qui font des éducateurs canins absolument génialissimes parce qu'ils rajoutent à ça des formations complémentaires chez d'autres éducateurs qui proposent leur propre formation privée. Bon, t'en as d'autres qui ont ça et qui font n'importe quoi. Et puis t'en as d'autres qui, comme moi, ont le diplôme d'État et qui font n'importe derrière. Hein. Attention, on n'est pas là pour mettre des jugements de valeur, mais dans tous les cas, moi, je voulais absolument, par contre, trouver une formation qui était vraiment diplômante, qui allait me former en rééducation comportementale et en éducation. Et quand j'ai compris qu'en fait, l'école en question, elle n'était pas si loin de Lyon, au CFPPA de Sibens, donc disons que c'est à 40 minutes, quoi. J'étais ravie. Et là, le gars de la mission locale, ça faisait 3 ans que je lui parlais de ce projet quand même, tu vois. Il m'a dit, pas de souci, il m'a parfaitement aidé, il a tout réglé. J'ai même eu une aide financière chaque mois qui est tombée, parce que tu peux pas travailler, tu fais du temps plein. Donc moi vraiment j'étais privilégiée par rapport à d'autres bichettes qui devaient payer de leur poche et qui galéraient pendant les 8 mois de formation. Là moi ça va. C'est super. C'est une super chance. Ouais. Après bon évidemment entre temps pendant ces 3-4 ans où j'ai embêté tout le monde avec mon projet, j'ai fait plein de boulots divers et variés qui d'ailleurs je pense étaient vraiment nécessaires parce que suite à la formation j'ai quand même dû me lancer à mon compte. Donc, tu te lances pas à ton compte comme ça si tu n'as jamais travaillé, en fait. Elle dure combien de temps, la formation ? On est sur du 8 mois, temps plein. Ah oui, donc ça va très vite, en fait. Ah, ça va vite. Et encore, c'est trop court, il faudrait plus. Je dirais, il faudrait au moins 2 ans, tu vois, si tu voudrais un truc méga complet. Mais bon, ça n'existe pas pour le moment. On va dire que c'est le plus long qui existe, c'est ça. D'accord, ok. Donc, voilà, je suis bien contente quand même d'avoir eu travaillé avant. Et tous ces boulots, tous les jobs que j'ai pu faire m'ont aidé après, moi, en tant que chef d'entreprise, pour me lancer. Ok, top. Comment tu as connu l'éducation positive ? Tout à l'heure, tu parlais donc de méthode positive. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la différence entre méthode positive et méthode plus traditionnelle, on va dire, ce que tu as appelé coercitif tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, on a vraiment une grande différence entre ces deux approches. En méthode positive, où je parlerai plutôt de méthode bienveillante, parce que tu peux être en positif et ne pas être bienveillant avec ton chien, c'est à dissocier. Mais bon,
parlons méthode positive, on cherche en fait à faire exécuter des comportements avec de la motivation. Motivation à recevoir quelque chose. Ouais. Ok, donc ça peut être une friandise, comme ça peut être une caresse, comme ça peut être avoir accès à. Donc c'est très varié. Hein. La positive, c'est pas que de la knacky, c'est pas que donner à manger à son chien, c'est bien plus complexe que ça. Et en coercitif, par contre, tu motives le chien à éviter une punition. Okay. Donc une punition qui va être par exemple un coup sur le collier, un cri, de taper aussi parfois, ou alors en utilisant des outils coercitifs comme le collier Torquatus, donc étrangleur avec des pics électriques ou étrangleur tout court. Enfin bref, j'en passe, on a une imagination débordante pour ça. Mais voilà la grande différence. Ok. Et donc, j'imagine que tes clients te contactent spécifiquement parce que tu es en méthode positive, ou est-ce que ça arrive parfois que tu aies des gens qui soient pas plus au courant que ça de ces deux méthodes-là? Comment ça se passe? La méthode positive commence à prendre le pas sur le coercitif? Je pense déjà qu'ils m'appellent parce que je suis quelqu'un de formidable. Non, Mais c'est évident. C'est pour ça, non? Vous voyez une autre raison? Non. Alors, je pense qu'en fait, dans les grandes villes, on a une sensibilité à la bienveillance les gens sont mieux formés, sont mieux informés. Hein, ouais. C'est surtout de l'ignorance, je pense. Le fait d'utiliser des méthodes coercitives, c'est pas des gens diaboliques qui veulent faire du mal à leurs chiens. Tu vois, mes parents, ça a toujours été comme ça. Voilà. Fait, moi, à l'époque, mes chiens, ils étaient au collier étrangleur quand j'étais petite. Mes parents utilisaient ça, mais ils étaient pas là. Enfin, ils voulaient pas leur faire de mal, mais ils savaient juste pas faire autrement. Tu vois. Et donc, je suis bien lotie moi à Lyon parce que j'ai toute cette génération-là de jeunes actifs, surtout, c'est le profil de clients que j'ai le plus, qui sont sensibles et qui ont envie. Ils m'appellent, ils me disent, voilà, je cherche quelqu'un qui utilise des méthodes positives, sans vraiment savoir trop ce que c'est concrètement, mais qui ont quand même envie, tu vois. Et après, d'autres vraiment perdus, tu vois, qui m'ont appelé au hasard, qui ont trouvé mon site internet, et puis qui sont étonnés quand je commence à leur parler de friandises, de récompenses, de pas taper. Donc là, pour le coup, il faut vraiment déconstruire plein de choses. C'est plus facile quand tu as déjà quelqu'un de convaincu, évidemment, que de déconstruire et de convaincre quelqu'un, alors que c'est peut-être une personne qui a déjà eu des chiens dans sa vie, et faire appel à une personne et de le payer pour qu'elle vous dise que ça fait peut-être 20 ans qu'on faisait n'importe quoi, c'est pas facile à accepter de prime abord. Ouais, justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser. Comment tu gères? Parce que c'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont toujours eu des chiens, qui sont très à l'aise avec ça, qui sont un peu mis sur un piédestal par rapport aux jeunes propriétaires qui arrivent. Est-ce que c'est des gens qui font appel des fois à des éducateurs, ou est-ce qu'ils restent plutôt sur leurs acquis? Comment tu vois un peu cette actualisation des connaissances? Est-ce qu'elle a lieu en fait? Je ne sais pas trop. En fait, je pense que moi, je les vois pas beaucoup parce que c'est des personnes qui vont souvent plutôt aller en club. Ouais. En fait, éducateur canin à domicile comme je le fais, c'est pas connu. Quand je parle en soirée, qu'on me dit tu fais quoi? Je fais éducateur canin, les gens se demandent ce que je fais. Mais qu'est-ce que tu fais en fait concrètement? Il y a plein de personnes qui connaissent juste même pas notre service. Et donc c'est vrai que concrètement, tu es en train quand tu me parles de personnes qui ont déjà eu des chiens, on entend en dessous que c'est certainement des personnes un petit peu plus âgées, parce que quand tu n'as pas eu 50 chiens à 20 ans, disons que c'est les années qui passent qui font que tu as eu plusieurs expériences. Qui ont enfants, et puis ont continué, etc. Oui, voilà, vraiment des personnes qui adultes ont eu plusieurs fois des chiens et qui, du coup, ont accumulé des connaissances, bonnes ou mauvaises. Mais la remise en question, elle est forcément difficile et compliquée. Mais en plus de ça, c'est des profils de personnes qui, eux, au mieux, connaissent les clubs. Donc moi, une éduque à domicile, c'est un peu souvent le hasard quand ils tombent sur moi par un vétérinaire qui leur a passé ma carte, parce qu'il y a leur fille qui a une amie qui a fait appel à moi, enfin ça passe un peu comme ça, mais rarement quelqu'un de cette catégorie qui va m'appeler en mode oui voilà, je cherche une éducatrice en méthode positive pour venir exercer à la maison. Ils sont même pas au courant de ça en fait. C'est plutôt du hasard que... Ouais, c'est ça. Donc je commence à en avoir, mais c'est pas cette génération-là qui bouge le plus. C'est-à-dire que du fait que je sois là et que je leur donne ces consignes, ils appliquent, mais ils n'étaient pas dans cette première démarche-là. Ok, d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Quels seraient pour toi les grands bénéfices de la méthode positive et bienveillante surtout que tu utilises? La relation, déjà, qu'on construit avec son chien. Pour avoir vécu les deux, je vois nettement la différence. Ouais. Donc, on n'acquiert pas le respect dans la violence et la soumission. Je pense que ça s'acquiert un petit peu différemment. Ça
a pour mérite aussi d'avoir des chiens où on va, en fait, grâce à la récompense et au système de motivation, on va avoir des chiens qui vont toujours chercher à proposer plus. Tu vois, imagine, tu as ton patron qui te dit si tu fais pas ça, bon, tu seras pas payé. Au pire des cas, tu vas le faire, mais tu vas pas chercher à faire plus. Tu as un patron qui te dit tu fais ça, peut-être qu'en plus tu auras une promotion, tu vas réaliser l'exercice et certainement même encore plus. Tu vois. Donc tu as des chiens qui vont être encore plus motivés à faire. Tu as une relation qui est vraiment au top d'un lien de confiance. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans la posture. Et puis tu as aussi la question éthique. On est d'accord qu'évidemment, pour moi, s'il y a moyen de faire sans coercion, je vois pas pourquoi est-ce que on réaliserait des exercices en méthode coercitive. Si tu sais que ça fonctionne autrement sans avoir à gueuler sur ton chien, pourquoi tu le fais alors, tu vois. Alors tu es au courant de cette technique-là. Puis ça diminue grandement aussi les risques d'agressivité parce qu'évidemment, quand on utilise de la violence, on peut se reprendre de la violence dans la tronche. Donc, je n'ai pas dit que le coercitif ne fonctionnait pas. C'est simplement que au niveau de la relation, c'est autre chose, c'est un autre rapport, et que on augmente aussi inévitablement les risques d'agression et de la part de son chien. Ok, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant... ça, ce serait un épisode à part entière. Hyper longtemps. Mais ok. Plutôt l'impression que ton activité est quand même assez liée à l'adoption. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu as aussi des chiens qui sont, en famille depuis déjà plusieurs années et on vient de faire appel. Comment ça se passe? C'est quoi un petit peu les profils types de clients que tu as? J'ai tout. J'ai de l'adulte avec des troubles comportementaux, comme je vais avoir aussi beaucoup de chiots fraîchement adoptés avec des clients qui veulent tout de suite démarrer sur de bonnes bases, ne pas attendre qu'il y ait des problèmes de comportement, ce qui d'ailleurs je vous conseille de le faire. N'attendez pas qu'il y ait un problème. Appelez tout de suite un éducateur canin, parce que c'est plus facile d'introduire des comportements bons tout de suite que de déconstruire un apprentissage qui a été fait. D'ailleurs, justement, ceux qui ont des chiots et qui me font appel à moi tout de suite, c'est ce profil-là de personnes, on va dire souvent les jeunes actifs, qui ont leur premier chien, qui ont été sensibilisés depuis petit, je trouve, au bien-être animal. Il y a toute cette nouvelle mouvance là qu'on voit sur Internet avec les gens qui commencent maintenant à parler des souffrances animales, des maltraitances, tout ça. Donc c'est genre que ça quiche, ça a commencé à mûrir et à résonner. Après, bien sûr, j'ai eu des personnes aussi plus matures qui ont fait appel à moi pour leurs chiots, on est bien d'accord. Mais quand même, proportionnellement, je sais pas si c'est parce que c'est ce public-là qui me veut moi. Aussi, c'est pas très objectif, c'est juste de mon expérience à moi et des clients que j'ai pu avoir. Et puis aussi, j'ai noté quelque chose, c'est que souvent quand le chien il commence à être âgé, on pose la question de si on peut faire encore quelque chose. Ah oui, mais il n'est pas trop vieux, mais en fait, je sais pas, est-ce qu'à partir de 40 ans, on n'apprend plus rien? Quand même, tu vois, tu peux continuer à apprendre des choses. Donc il y a des personnes, leur chien il a 8 ans, il est fou, tant pis. Vraiment, c'est c'est pas grave, il est trop vieux, il peut plus rien apprendre. C'est faux, on peut vraiment accompagner et aider tous les types de chiens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race. On peut toujours faire quelque chose. Ok. Du coup, maintenant, je voulais aller un petit peu plus sur l'adoption, qui sera le thème du coup de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots les différentes méthodes d'adoption qui existent aujourd'hui en France? Oui, parce que je vais pas pouvoir te faire ça. Je n'ai pas cette expérience-là du monde entier. Oui, effectivement, donc on a l'adoption, disons, plus classique, celle que tu vas aborder aujourd'hui, qui est en élevage. Et là, on pourra aborder du coup les différents types d'élevage et ce qu'il faut faire et surtout éviter. On a les adoptions en animalerie. Que je vais mettre à part, parce que même si de l'animalerie, les chiens viennent d'élevage derrière, il y a vraiment c'est particulier, tu vois. Je veux dire, moi, je le mets à part. L'adoption, après, chez des particuliers qui ont fait une portée complètement involontaire. Et l'adoption en refuge ou en association. Tout ça, ça dépend du coup des personnes. Je ne porte pas de jugement de valeur sur le choix et le lieu d'adoption. C'est juste que, que ce soit un chien de race ou un chien corneau ou bâtard, dans tous les cas, c'est quand même une belle aventure et chacun a ses raisons pour choisir tel ou tel type d'adoption. Ok, et donc du coup pour toi, j'imagine que tu t'es posé la question avant d'adopter June, qu'est-ce qui a fait que tu allais vers un élevage? Je suis passée par un élevage parce que je voulais faire éducateur canin et que je savais que j'allais avoir besoin de mon chien et que je pouvais pas me lancer dans de la possible rééducation.
Je voulais un chiot, parce que c'était mon premier chien, donc je voulais vraiment le suivre depuis tout petit. Et puis j'ai choisi aussi déjà un berger blanc suisse. En fait, comment dire, il y a aussi le fait que quand je me suis rendu compte que c'était un berger blanc que je voulais, t'as pas beaucoup de bergers blancs en refuge. T'as identifié la race et après t'as regardé ce qui était disponible en fait. Voilà, il y avait de ça. Tu vois, c'est pas comme si je voulais un border collie, comment dire, le border t'en trouves plein en refuge. De berger blanc suisse, on commence à être sur des races un peu plus rares. Et puis voilà, non, je voulais vraiment le suivre l'entier dans tout son parcours de vie pour avoir mon premier chien à moi de A à Z. Je crois qu'il y avait cette démarche-là. Ouais. Ok. Tu disais tout à l'heure, tu faisais un peu écho à cette question. Est-ce qu'on nous entend souvent dire que les chiots d'élevage vont être plus faciles, entre guillemets, à éduquer que des chiens qui viendraient en refuge parce qu'il y a justement ce travail de rééducation, on va dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pour un chien adulte en refuge, l'abandon peut avoir des raisons multiples. Ça peut être soit lié à des troubles du comportement, ça peut être pour des personnes qui n'étaient plus en capacité de pouvoir aussi gérer le chien, comme des séparations. Souvent. Donc tous les chiens de refuge ne passent pas forcément par la case gros problème comportemental avec un chien qui essaie de manger tout le monde en permanence, tu vois, c'est pas forcément ça. Il y a aussi des mauvais castings qui ont amené des troubles du comportement qui vont peut-être pas se reproduire. Je sais pas si par exemple on a la brillante idée de prendre un husky et de le laisser enfermé dans l'appartement sans jamais le sortir, ça va forcément mal se passer. Bon, ce même husky, on l'adopte et il vit à la campagne et il fait 5 heures de balade par jour. Il y a moyen que les problèmes en question qui a eu lieu dans l'appart n'est pas lu en extérieur, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et puis ensuite du côté de l'élevage, ça dépend vraiment de l'élevage. On va bien dissocier des élevages de qualité avec des professionnels qui sont investis, motivés, passionnés par la race, et puis tous ces élevages là qui te font de la production, où là du coup tu as des petits qui débarquent et qui ont déjà des problèmes parfois comportementaux lourds et graves, quoi. Donc pas du tout, on va dire ça dépend. Tu peux avoir un chien de refuge mais qui est au top, quoi. C'est une merveille. Et puis des chiots qui sortent d'élevage, c'est une catastrophe. En fait, tout ce qu'il faut, c'est surtout bien choisir, prendre le temps. On a le temps, quoi. Je veux dire, on a normalement, si tout se passe bien dans ta vie, tu as au moins 80 ans d'espérance de vie. Tu peux attendre 6 mois supplémentaires pour trouver le bon élevage ou le bon chien en refuge. Tu vois. Ok. Pour rester un peu sur le chiot d'élevage, souvent quand on prend un chiot, déjà c'est un gros challenge parce qu'on ne sait pas forcément, mais après avec le vécu on le sait, que les premiers mois sont compliqués, voire la première année, voire la deuxième aussi. Voire toute sa vie. voire toute sa vie. Mais souvent c'est vrai qu'avant d'avoir son chiot qui arrive à la maison, on a un peu... je pense, l'image du chien parfait qui va arriver et qu'on va pouvoir voir grandir et puis tout va trop bien aller dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de cette projection qu'on fait un peu sur nos chiots, des projections qui sont énormes par rapport en fait à ce qu'ils peuvent nous donner, parce que quand ils ont 3-4 mois, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à des trucs de malade. C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à cette image de chien parfait? Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet que j'aborde parfois avec mes clients. C'est-à-dire que quand on adopte un chiot, au moment où on l'adopte, on est déjà fait, comme tu le dis, dans la projection du lui futur et de ce que vous avez partagé ensemble. Les gens ils s'imaginent un ralenti, tu vois, où il court, les cheveux au vent, dans la campagne, avec avec la musique de la pub là, pour Pédigré, je sais. Et alors qu'en réalité... un chiot, pardon, mais c'est relou. Tu vois, je pense qu'on va faire preuve d'honnêteté. Aujourd'hui, je vais vous dire. Un chiot, ils sont mignons. Parce qu'ils savent qu'ils sont chiants. Voilà. Non, mais un chiot, c'est vraiment une expérience qui est formidable. Mais ça bouleverse ta vie de façon assez hallucinante. Tu es là, t'es dans ton petit cocon, ton appartement, t'as fait un tour à Ikea et t'as acheté un super tapis. Bah non, ton chiot, il va te le mâchouiller, ton tapis, en fait. Et puis le rythme de ton quotidien, il va forcément du jour au lendemain changer. Tu le sors 1000 fois par jour parce que t'es en appartement. Et puis il faut lui apprendre la solitude. Et puis en fait, ça pisse de partout. Et puis en fait, quand il est dehors, il tire en laisse et puis il saute sur tout le monde. Et en fait, tous ces apprentissages-là, il va falloir qu'il les fasse. Et nous, quand on a une situation et un changement radical, ça génère forcément du stress. D'accord ? Et donc ce stress-là, il est nécessaire parce qu'il est là pour te faire prendre en main en fait la situation, soit t'adapter ou soit moduler ton quotidien pour que ça corresponde mieux et que tu t'y retrouves bien. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui rejettent le stress sur leur chiot avec des demandes beaucoup trop compliquées pour un petit être qui a à peine 2 mois et qui, comment dire, s'il n'y avait pas l'intervention de l'humain, il ne serait pas parti de sa fratrie et de sa mère en fait.
tu vois. C'est-à-dire que en temps, on me voit pas, mais je vais faire des guillemets, normal, sans intervention humaine, je sais pas, il quitterait la mère et la fratrie, ce serait bien après leur 1 an. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, je veux dire, on a un petit être qui n'est pas mature, qui n'a même pas son cerveau tout fini, tout branché, et on est là à lui imposer des règles immédiatement de vie, d'humain, absolument dingue, tu vois, pour un chiot. Et extrêmement contraignant, parce qu'on a énormément d'attentes pour tout et n'importe quoi. Le chiot, il faut qu'il vous aime tout de suite, déjà d'une, savoir pourquoi. Hein. Il y a une idée de c'est un chien donc il me doit une obéissance et un amour éternel, immédiat. Bon, pas du tout en fait. Le chiot doit savoir tout de suite être propre, contrôler ses émotions, alors qu'en fait ça c'est des apprentissages qui doivent se faire chez tout le monde, même nous petits, on a dû apprendre à gérer et à contrôler ces émotions-là, à comprendre des règles de vie qui leur sont complètement abstraites, une notion de bien matériel qu'on leur impose aussi. Ne mange pas ça, oulala, mais tu te rends compte, ça coûte cher, mais qui n'en sait rien du tout, peu cher, tu vois. Et tout ça dans un laps de temps très très court, donc je pense qu'il faut surtout se rendre compte que quand on va avoir un chiot, il faut accepter cet état de stress. D'ailleurs, même pas plus tard que samedi, j'ai une cliente qui est venue avec un chiot adopté en animalerie, un chocho. Et elle était en larmes parce qu'elle me disait, voilà quoi, ça faisait 3 semaines, mais le chocho a déjà des soucis de comportement et en fait, elle court dans toute la maison et en fait, elle court après le chat et en fait, la chienne, elle n'est pas encore super sympa avec son mari et du coup, c'était tout de suite, c'était maintenant, il fallait que je fasse claque des doigts et que Louloute les apprécie tout de suite et sache tout faire. Et j'ai bien senti, je lui ai expliqué que son émotion était légitime, elle avait le droit de ressentir ça, que par contre, il fallait aussi laisser un petit peu de temps aux choses. Accepter ce stress qui est normal, mais se rendre compte aussi de ses capacités, de se mettre à son niveau un peu, et de se rendre compte que waouh, elle est chez des personnes complètement inconnues. Elle a été séparée de sa mère, de ses frères et sœurs comme ça du jour au lendemain, avec des gens qui tout de suite commencent à essayer de mettre du contrôle sur le moindre de ses mouvements et à lui gueuler dessus. Alors t'imagines bien que pour les loulous en question, c'est vraiment une étape hyper compliquée aussi. Donc faut surtout relativiser, je pense, et demander des choses simples. Quand vous avez un chiot, on s'en fiche qu'il aille à son panier ou qu'il fasse un salto arrière. D'accord ? Apprenez-lui à gérer l'environnement. Apprenez-lui à vous apprécier. En fait, non, voilà, c'est ça. Apprenez-lui déjà à vous apprécier. Créez du lien. Apprenez-lui, accompagnez-le pour gérer l'environnement. Aidez-le pour la propreté, parce que franchement, c'est plutôt pratique. À la gestion des émotions, à l'autocontrôle. Vous avez ça, mais c'est déjà génial. Tout le reste, ça viendra. Voilà, on a le temps. Mais c'est sur ces bases-là qu'il faut se fixer. Et puis, accorder un peu de temps aux choses. Je pense que c'est pas mal. Puis je pense qu'il y a un vrai travail sur soi à faire. Je pense moi, mon expérience avec Charlie, du coup, elle est assez récente. Et c'est vrai que je m'attendais à avoir un gros changement dans ma vie. Mais je pense que je m'attendais pas à moi-même, en fait, autant apprendre sur moi, sur ce que j'étais capable de donner, de faire, de mes attentes, etc. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'on palpe pas en fait avant vraiment de le vivre. Et il y a un vrai travail personnel à faire en même temps que travailler avec son chien, essayer de c'est ça, de c'est l'intégrer, hyper enrichissant parce qu'en fait nos c'est chiens une vraie expérience, ils nous mettent face à nos propres limites. Et te le mettre dans la tronche. Et puis, ça pique un peu quand même. Ça dure. C'est ça. Donc, bon, soit tu prends le coche et t'acceptes que t'as des limites. Je veux dire, c'est normal, t'es humain. Et puis, tu apprends de ça et on va un petit peu plus loin. Et t'en sors forcément, je trouve, plus grand. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que je bosse du chien, mais en fait, je bosse surtout de l'humain derrière. Et je vois des gens, par exemple des clientes très inhibées en extérieur, qui n'osent pas faire de bruit, qui prennent pas de place, qui rigolent en faisant tu vois, alors que moi c'est l'inverse, faudrait que je me calme. Ces clientes-là qui tout d'un coup je leur demande de prendre une position sûre d'elles et de prendre de la place dans l'espace public, et à la fin des cours tu les vois, elles se sentent plus assurées dehors, elles osent appeler leur chien qui est à 50 mètres en prenant une voix de personne qui cherche à être entendue à 50 mètres, parce que j'en ai quand même 2-3 qui faisaient coucou, tu sais, vraiment des trucs que moi je les entendais pas, et je suis toujours épatée par ce qui peut en ressortir de tout ça, quoi. C'est aussi pour ça que ce podcast a pour thème le développement personnel, parce que c'est vraiment sur cet aspect-là en fait de l'expérience d'avoir un chien, je trouve qu'il est hyper intéressant et dont on parle vraiment très peu en fait au final, parce que quand on cherche adoption d'un chien sur internet, on a plein de conseils hyper pratiques,
mais pas vraiment sur ces questions-là. Et pourtant, elles sont fondamentales parce que c'est aussi ça qui fait qu'une relation va bien démarrer ou peut complètement se casser la figure dès le départ et après. Oui, c'est ça, c'est une relation. Le mot est là, quoi. C'est un Mm. truc qui va devoir se construire. Ah, et d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est pas quand t'as un chiot et que les gens ils galèrent, ils ont le droit de galérer parce qu'ils galèrent pour de vrai. Donc il faut quand même valider leurs émotions et le désarroi qu'ils sont en train de vivre parce que c'est vraiment, ça peut être très très difficile. Par exemple, tu vois là pour ma cliente de samedi qui avait les larmes aux yeux, je lui ai dit, tu as le droit aussi de trouver une super pension pendant 2-3 jours pour souffler, tu vois, si t'es à la limite du burn-out, calme-toi, ça va, c'est un chiot, ok, tu trouves une super pension et va être dans la maison de quelqu'un, tu vois, de diplômé avec une assurance s'il vous plaît, mais de te laisser aussi le temps de souffler pour revenir après, pour pouvoir concrètement reprendre les bases en disant ok, c'est bon, j'ai soufflé, j'ai plus la tête dans le guidon, allez, on y va franco. Ça peut être une solution aussi, hein. C'est pas la première fois que je conseille à une cliente de laisser son chien quelque part un temps pour souffler et pouvoir vraiment reprendre des bases. Ouais. Oui, l'idée c'est que ça soit une bonne expérience. Enfin, normalement, c'est censé être quelque chose d'hyper joyeux, quoi, d'accueillir un chiot. Ouais. Et c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai que voilà, faut réussir à équilibrer les choses pour que ça reste une bonne expérience, quoi. Un truc positif. Ouais. Ok, bah c'est trop cool. Et du coup, maintenant, je voulais passer un petit peu à la partie conseil. Je crois que dans ton activité professionnelle, tu proposes des séances de préparation à l'adoption, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, en quoi c'est hyper intéressant Donc, je crois que tu interviens avant même que le chien soit là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces séances-là ? Alors, c'est un service qui est vraiment pas connu, que j'ai pas assez l'occasion d'ailleurs de faire en France, hein, je veux dire, parce qu'il me semble qu'en Amérique, c'est beaucoup plus démocratisé que ça. J'ai même vu des émissions où ils cherchaient ensemble à trouver le chien qui allait, tu vois, vraiment, ils en parlent bien. Mais alors, chez nous, que nenni. Donc, effectivement, on m'appelle en amont. C'est des personnes qui sont un petit peu perdues entre plusieurs races. Donc d'une, il y a un choix de race qui est fait, c'est-à-dire que je vais chez eux, on se pose, on discute, on échange sur pourquoi est-ce qu'ils veulent un chien, quels sont leurs rythmes dans le quotidien, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ce chien-là, tu vois, du temps, de l'investissement qu'ils veulent mettre. Ensuite, du coup, on essaie de trouver ensemble des races qui pourraient convenir à tout le monde. Donc on a aussi le caractère, mais il y a le physique aussi qui joue un petit peu. Mais de toute façon, après, si tu me dis j'adore les huskies, mais que tu peux pas le sortir 4 heures par jour, faut juste faire une croix dessus, point barre, en fait. C'est tout. Ou alors tu es vraiment très très riche et tu fais appel à un pet-sitter tous les jours. C'est des profils que je n'ai pas eu encore. Voilà, il y a une partie un peu physique, mais c'est surtout après au niveau du comportement et du caractère du chien. Suite à quoi je leur donne des consignes. Ça dépend comment est-ce qu'ils veulent être suivis. C'est soit vraiment on fait juste un rendez-vous où je leur dis si c'est telle race, parce qu'ils veulent un chien de race. Hein, là, on se fixe bientôt sur le profil de personnes qui veulent un chien de race et un chiot. Et bien du coup, j'essaie de trouver avec eux des élevages. Qu'on essaye de trouver, regarder un petit peu les sites, je leur donne des consignes, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont y aller, ce à quoi ils doivent faire attention, tout ça. Et puis voilà, il y a aussi des profils de personnes qui désirent plutôt trouver un chien en refuge. Et dans ce cas-là, on parle quand même des races, parce que du coup, un chien refuge, on peut avoir beaucoup de chiens avec des bâtards ou des corneaux. Et voilà quoi, c'est-à-dire que s'il vient de refuge, mais qu'il est croisé malinois border collie, et que tu as une famille avec 3 enfants, et que. Tu vois ce que je veux dire, il y a des profils. Ne fais pas ça. Non. Donc, tu essaies de trouver au moins les races qui pourraient convenir. Et puis ensuite, il peut même y avoir des profils de personnes qui me demandent de venir avec eux. C'est-à-dire, ils ont vu un chien, je les accompagne avec eux dans le refuge choisi, lors des premières rencontres, pour voir ensemble comment est-ce que ça se passerait, tout ça. Ça peut aller très très loin, en fait. D'accord, ok. Vraiment, tu peux vraiment avoir un suivi complet. Et puis, bien évidemment, quand c'est sur du chiot, je donne aussi les premières choses à acheter, tout ça. Mais voilà, c'est un truc qui dure très longtemps, hein. Clairement. Et on papote pendant bien 2-3 heures. Ok. C'est hyper intéressant comme service parce que je connaissais pas du tout. Par exemple, je pense que si j'avais connu, j'aurais sûrement fait appel à toi pour ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais même moi, avant de le faire, je le savais pas. Tu vois ce que je veux dire Mais tu connais d'autres éducateurs qui font ce service-là ? Ouais, beaucoup. C'est juste que vraiment les gens le savent pas. Hein. Okay. Mais on fait ça. Hein. On le fait. Il y a vraiment plein d'activités. On propose plein de choses, mais c'est juste déjà, tu sais, comme je te disais, quand je dis je fais éducatrice canine, les gens savent pas. Il y a plein de gens qui connaissent même pas mon métier. Alors, carrément, faire appel à quelqu'un pour choisir son chiot, ils s'en fichent. Tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent « Oh, c'est un chien. »
Tu vois, ils prennent un peu n'importe lequel, et quelqu'un qui a eu une portée, tu vois, c'est dur. Il y a plein de choses encore à déconstruire. Mais quand même, voilà, je trouve que les choses, elles changent, elles évoluent un petit peu au fur et à mesure. Et puis, j'espère que c'est un service que je pourrais proposer de plus en plus, parce que je trouve ça super intéressant d'accompagner en amont pour trouver quand même l'être parfait qui va accompagner votre vie peut-être pendant 15 ans. C'est énorme. Ouais. Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus de la responsabilité, c'est aussi des années dédiées à son chien. Donc, le choix est important. Ah oui, non, c'est vraiment très important. Non, mais avoir un chien, c'est hyper chronophage. Donc, non, mais c'est super cool. Et je voulais vraiment mettre à l'honneur cette partie-là, parce qu'effectivement, on en avait déjà parlé. Oui. Du coup, est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs des conseils, des grands conseils pour bien choisir son élevage? J'imagine que ça ne sera pas aussi poussé que ce que tu peux donner. Parce que ça dure 3 heures quand même. Ces séances-là, voilà. Mais en tout cas, des grands conseils, les choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit un élevage, quand on veut adopter un chiot de race. Alors déjà, rendez-vous compte que c'est pas parce que c'est des gens qui travaillent dans le milieu animal que tout le monde il est cool et tout le monde il est gentil. On a quand même beaucoup de personnes qui sont là dans un but de profit. En fait, on a des élevages qui sont excellents, qui vont faire un travail de sélection au niveau du tempérament, de la santé et après du physique, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait venir bien après, qui vont faire tout un travail de familiarisation, de manipulation des chiots, de parcours d'éveil. C'est ça qu'il faut privilégier. Mettez de l'argent là-dedans. Évidemment, il coûte parfois un petit peu plus cher, mais c'est là-dedans qu'il faut miser. Je pense que ce qu'il faut, c'est ne surtout pas tomber dans le piège des élevages qui, déjà d'une, vont faire des prix au rabais, c'est pas pour rien que c'est au rabais. Quand vous voyez qu'il y a un élevage qui fait 3, 4, 5, 6 races et que toutes les races qu'on voit, c'est des races à la mode, faciles à vendre, on n'a pas affaire à un passionné. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est là pour se faire de l'argent, qui fait de la production. Business, voilà. Quand vous mettez 1 500 € dans un chiot, vous payez le temps investi avec le chiot, vous payez les croquettes, les locaux, vous payez le lieu de vie des parents. Okay, la qualité de vie des parents qui sont derrière et qui vivent là-bas. Hein. Donc, quand on paye son chiot 800 € alors que c'est une race qui vaudrait plus, vous payez peut-être une vie pour sa mère dans un box qui ne sort absolument jamais. Un chiot qui d'ailleurs est né dans le box sera et restera dans le box jusqu'à votre adoption, avec de possibles soucis de santé, parce que j'en ai vu que trop souvent. C'est ça qu'en fait on paye, hein. C'est ça le rabais. Le rabais, il est fait là-dessus. Donc je pense que c'est carrément un acte militant quand on veut en tout cas rester sur de bien choisir, ne pas mettre de l'argent. Quand vous allez dans un élevage et que il y a des élevages, il n'y a pas besoin de décrire que ça se voit quand c'est nul. Hein. Il y a des élevages, vraiment, tu sais, c'est glauque. Ça se sent quand il y a des niveaux de nullité. Ouais, c'est ça. Vraiment, ça se sait tout de suite. Et que vous vous dites, je vais prendre ce chiot-là pour le sortir de là. C'est dur, mais ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous mettez de l'argent. Ce chiot-là, il va être remplacé par un autre chiot. On entretient un système qui... vous entretenez involontairement un système. C'est ça. Il faut être fort et il faut se dire que vous ne l'aiderez pas, enfin peut-être lui, mais que derrière la mère, elle n'est pas, ça ne l'aide pas, que derrière le petit qui va le remplacer ne va pas l'aider non plus. Donc quand vous voyez un élevage pourri, si dans vos recherches vous êtes amené à aller dans un élevage et que vous voyez que les locaux sont pas au top et que vous avez un doute, au pire des cas, vous repartez, mais vous faites une déclaration à des DPP, vous faites la déclaration à ceux qui peuvent du coup peut-être à l'SPA ou autre pour dire voilà les locaux sont pas aux normes, ça m'a paru bizarre, j'ai vu des choses étranges. Voilà, faites ça, mettez des mauvaises notes sur Google, mais n'achetez pas dans ces locaux du tout. Donc les règles vraiment au moins de base, c'est un bon élevage sur un chiot de race va faire 1 à 2 races maximum. Plus, ça commence à être chelou. On ne peut pas être spécialisé dans une race quand on en a 400. On ne peut pas non plus s'occuper correctement de ses chiens quand on en a 400, tu vois aussi. Ils ne peuvent pas tous sortir. L'éleveur, du coup, va être au moins spécialisé. C'est un élevage aussi qui va forcément te faire visiter tous ces locaux. Hein, parce que là, j'en ai quand même 2-3 des éleveurs qui en ont bien profité pendant le confinement et le Covid. L'excuse du tu peux pas venir et du coup, ils les amenaient dans une caisse et il les passait sur des parkings. Donc on se demande bien ce qu'il y a derrière. Ah oui, non, mais c'est une catastrophe. Ouais. Donc il est très fier de ses locaux. Il te montre tous ses locaux. Tout est absolument clean. On voit que les adultes, ils sont bien, ils sont en forme. Là, par exemple, tu vois, pour le bois des ternes, je sais que tous les jours, les adultes sortent. Au moins l'un des 2 parents passe du coup des
Ah, pareil, les anacronymes, j'ai toujours du mal à le dire. SAU, le SAU, putain. Ah, le XO. Le XO, merci. Le XO, Putain, la dyslexie, c'est une catastrophe pour ça. T'en as au moins un sur deux, parce que du coup, on est quand même sur des chiens qui vont être polyvalents. Donc, tu sais qu'en plus, ça veut dire que c'est des chiens qui sortent, qui vont au club, qui vont bosser, qui font de l'agility, qui font des concours et qui bougent et qui sont stimulés. Les chiots, t'avais un parcours d'éveil. Tu payes 1 500 € parce que le gars, en fait, il fait des parcours d'éveil, les chiots, ils sont stimulés. T'as même certains éleveurs donc, qui passent, par exemple, des bandes-sons pendant que les petits sont en train de manger, des bandes-sons de bruit de ville. T'en as certains aussi qui vont manipuler le ventre de la mère pour commencer à toucher les petits alors qu'ils sont in utero, pour les habituer, les stimuler dans le ventre. Non, mais il faut se rendre compte du travail hallucinant. Et donc, c'est ça, faut valoriser, ça, c'est génial. Ça, oui, on dit oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais par contre, continuer à acheter du chien de race en passant par des élevages craignos pour avoir un petit rabais, là, par contre, c'est pas... Là, je suis vraiment contre ce projet-là. Après, il y a aussi le manque d'information. Et j'espère, du coup, grâce à ce podcast, que ça diminuera un tant soit peu. Au moins, peut-être une personne qui était à 2 doigts de passer par un élevage nul réfléchirait peut-être à trouver une autre solution. Donc, vraiment, l'éleveur, ne vous fait pas non plus une vente en one-shot. Bah non, en fait. Donc, quand vous allez au salon du chiot, bah pareil. Quel bon éleveur va amener des chiots qui sont à peine sevrés dans un environnement pendant 2 jours avec du bruit de fou, plein de gens différents qui les manipulent comme ça, allez hop, ça fait propager les bactéries et les virus entre eux, et qui fait de la vente en one shot avec des gens qu'on connaît à peine. Mais personne. C'est des bébés, hein. Il faut se rappeler que c'est des... c'est des petits, ils sont pas... des petits et... Aucun bon éleveur n'amènerait des chiots, en fait, dans cette situation. Personne. Aucun bon éleveur ne ferait de vente en one shot. Moi, je me suis déplacée, j'ai fait 1h30 de route, j'ai basculé pendant 3 heures, et il m'a dit au revoir. Et plus tard, je suis revenue pour récupérer mon chiot suite à, il se croit que c'était passé au moins 4-5 mois quand même. Ça, c'est des signes, hein. Un éleveur qui veut vous vendre un one shot, un éleveur qui ne vous montre pas ses locaux, un éleveur qui fait plus de 2 races. Et aussi, si vous êtes amené à visiter plusieurs élevages, ce que je vous conseille de faire, hein, eh bien, la petite astuce quand même, c'est que quand il commence à y avoir des chiots autour de vous, c'est de croiser les bras. Ça paraît être étrange, mais l'une des techniques numéro 1, c'est de vous mettre le chiot dans les bras. Donc, quand on l'a dans ses bras, bah, il y a l'émotion qui peut commencer à nous emporter avec sa petite bouille absolument mignonne. Et c'est une technique vraiment bien basse, hein, mais ça arrive très régulièrement. Et donc, du coup, voilà, vous avez les bras croisés, vous restez à distance, essayez d'être très très neutre pour éviter de vous faire avoir par la technique du chiot dans les bras. Et du coup, tu fais bah, je vais repartir avec. Ok. Et puis voilà, alors moi, mon éleveur a fait le choix quand même de choisir lui-même le chiot, parce que je pense que c'est quand même celui qui les connaît le mieux. J'ai pas dit que c'était forcément la meilleure façon de faire, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis avec ça. Ça a été un bon match. Oui, mais c'est sûr. Bah, à vrai dire, on a quand même parlé sacrément longtemps et je trouve que c'était parfait. C'est vraiment excellent. Et puis, du coup, surtout, vous vérifiez au niveau santé. Voilà, parce que là, récemment, j'ai eu une expérience très malencontreuse avec une petite chienne dalmatienne. Qui a certainement dû beaucoup blesser l'ancienne maintenant propriétaire. C'est une dame qui avait plutôt bien fait les choses. Elle m'avait appelée avant même de recevoir la chienne. Donc elle avait pris dans un élevage. Et elle me donne le nom de l'élevage et elle me dit, voilà... écoute, apparemment, Manon, il faudra peut-être qu'on décale le bilan prévu. C'est vraiment, elle avait tout pensé à tout avant. Le bilan était pris avant même que le chiot il arrive. Elle discute avec moi et puis elle me dit, je sais pas, l'élevage, il m'a dit qu'elle pourrait me le passer que 15 jours après parce que la chienne, elle a des soucis de santé. Apparemment, elle a eu une gastro. Je dis, bon, 15 jours d'hospitalisation pour une gastro, c'est sévère quand même. C'est une sacrée grosse gastro, mais bon, soit. Et elle commençait déjà à avoir des doutes et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Je lui dis, écoute, tu peux encore te retirer, te rétracter. Mais bon, apparemment, elle ne s'est pas rétractée. Et donc, je suis arrivée le jour du bilan. La chienne était déjà chez elle depuis à peu près, on va dire, 5 jours. J'ai traversé j'ai vu la chienne, j'ai tout de suite su que ça allait pas, en fait. Donc, c'était une petite dalmatienne déjà aux yeux bleus. Donc, c'est très joli, mais c'est pas bon signe non plus. On a des risques de surdité, voilà, ce genre de choses. Hein. Ça amène une sensibilité, en fait, ça. Et t'as même certains qui les vendent plus cher. Ils sortent bien. Et donc, voilà, elle était maigre comme pas possible, avec un ventre extrêmement gonflé, une alopécie un peu de partout sur le corps. Donc, elle avait des plaques où il n'y avait plus de poils. Elle est arrivée apparemment dans un état absolument dégueulasse.
Et la chienne, je lui lève un peu les babines, je vois les gencives, elles sont blanches. Je fais bon, elle est anémiée. Donc je lui dis, en fait, là, c'est pas moi qu'il faut que tu ailles voir, c'est que là, tout de suite, maintenant, tu appelles un vétérinaire. Et le lendemain, en fait, elle a donc vu un vétérinaire en urgence. Et carrément, l'estomac, il était même pas à la bonne place, quoi. Donc, en dessous, là, descendu en dessous des côtes. Et puis, le ventre rempli de liquide quelconque, on sait même pas ce que c'est. Anémie, le pancréas mort, enfin voilà, quoi. Donc elle s'est retournée contre son éleveuse, qui a quand même osé lui dire que c'est parce qu'elle avait sorti en bas de chez elle la chienne. Enfin, c'est vraiment aucune honte. Donc ma cliente a rendu la chienne et s'est fait rembourser. Je suis pas là non plus pour juger sur le fait qu'elle rende la chienne ou pas. Je pense que c'est quand même une situation assez particulière, c'est son choix. Et de toute façon, Pichoun, je pense qu'elle n'était pas viable. Et, quand tu... Voilà. C'est aussi là-dedans qu'il faut aussi se protéger, quoi, sur les élevages. Regardez un peu la sensibilité et les risques de santé de la race que vous choisissez pour bien vérifier que l'élevage il fasse bien tous ces tests de santé. Hein, d'accord ? Au niveau des parents, par exemple pour la dysplasie, il faut que les deux ils soient indemnes de dysplasie. Il faut vérifier, tu vois. Puis si jamais le petit, 6 mois, il a une dysplasie, tu peux peut-être très très élevé, tu peux peut-être voir avec l'éleveur aussi. Il y a plein de choses comme ça, surtout au niveau santé. Tempérament et la beauté, vraiment, je vous jure, c'est du plus. C'est que du plus, bien sûr. En fait, c'est vrai que le choix de l'élevage, ça va jouer effectivement sur le système qu'il y a derrière, etc. Est-ce que c'est un bon élevage ou pas ? Mais il y a avant tout aussi un risque pour votre chiot quand vous le prenez, quoi, qu'il soit bien dans sa tête, qu'il soit à même de mener la vie que vous rêvez de vivre avec lui, quoi. C'est trop important. Je vois nettement la différence quand on m'appelle pour des chiots. Je vois tout de suite s'il vient d'un élevage qui a bossé ou pas derrière, quoi. J'en ai beaucoup trop qui viennent d'élevages pourris, parce qu'en fait, les bons élevages, il n'y en a pas tant que ça. C'est malheureux. Mais je veux dire, les personnes qui cherchent le profit là-dedans, il y en a tellement. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise image en ce moment, je trouve, de l'élevage, mais c'est à cause de ces personnes-là. Donc il faut vraiment les boycotter et mettre en avant tous ces super bons éleveurs qui, par contre, ne s'en mettent pas plein les poches, parce qu'en réalité, quand tu quand tu payes une activité très très rentable non plus. C'est pas très lucratif, non, pas quand tu fais bien les choses, parce que par exemple, tu vois, pour un chiot à 1 500 €, quand t'enlèves toutes les charges que ça t'a coûté, ça te fait 300 € par chiot dans ta poche. Tu vois, c'est pas énorme. Hein. Vraiment, c'est pas fou. Donc, on peut pas dire que ce soit des personnes qui fassent ça surtout pour l'argent. Ils en vivent, tu vois, mais ils sont pas là, wouh, je vais acheter un yacht. Mais au niveau du comportement, mais vous partez pas avec les mêmes bases. Ça n'a rien à voir. Un chiot qui vient d'un élevage topissime, mais tout de suite, comme moi, June. Il est arrivé au centre de Lyon, il a fait « Oh, ça c'est un peu impressionnant ». Une semaine après, c'était fini, j'avais plus de soucis de comportement. Enfin, il a dit « Ok » à tout. Ouais. Ok humain, ok chien, ok personne âgée. Non, vraiment, tout de suite, on sent, parce qu'il y a eu des stimulations, il y a des connexions qui ont été faites en amont et qui vont amener à avoir un chiot qui va avoir une plasticité tout de suite beaucoup plus importante que si on prend dans un élevage où le petit a passé sa vie en hypostimulation dans un box sans jamais en sortir et qui, claque du jour au lendemain, découvre l'univers. Mais c'est absolument terrorisant en fait pour eux. Ouais. Donc non, c'est vraiment c'est un acte, je pense, limite militant quand tu veux un chien de race, de prendre dans un bon élevage et de dire non et de boycotter, de surtout pas aller dans un élevage qui fait de la production pour du profit et qui n'ont aucune bienveillance envers les parents, envers les portées, envers un quelconque travail de sélection. Et après, surtout pour soi, pour son chiot qui soit bien, et puis pour avoir une vie plus facile dans les mois qui vont venir avec son chien. Ok. Bon, c'est hyper passionnant en tout cas d'écouter tout ça, c'est génial. Par contre, on arrive à la fin de ce podcast, malheureusement. Ça passe très vite. Du coup, je vais te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que June t'inspire au quotidien ? Qu'est-ce qu'il a apporté à ta vie ? Qu'est-ce qu'il a changé à ta vie depuis qu'il est là ? C'est une question difficile. Déjà d'une, les gens m'ont cru parce que ça faisait quand même 4 ans que je disais que j'en voulais un. J'ai fait I did it. Je l'ai. Donc déjà, ça c'était génial, ma crédibilité est remontée un petit peu. Non, et puis il m'a énormément appris quand je te disais que nos chiens nous mettaient face à nos propres limites. Il m'a mis plusieurs fois face à mes propres limites. Il m'apprend toujours, même encore aujourd'hui. Et puis non, c'est une crème qui apporte beaucoup d'amour à la maison. C'est pas un chien que j'utilise beaucoup en fait au travail parce que
trop de soucis de santé. Je pense pas que ce soit pertinent pour lui. Et il peut m'arriver dans une ou deux séances de m'accompagner quand il y a un chiot. Par exemple, je l'emmène avec moi quand c'est sur des chiots qui sont très stressés dans l'environnement. Voilà, parce que les chiots, il n'est pas très invasif avec eux, il gère tout, donc ça peut aider un petit peu d'avoir un appui, une facilitation sociale, tu vois. Mais par exemple, tu vois, je voulais aussi faire d'autres activités avec lui, comme par exemple la prévention morsure, tout ça. Mais en fait, lui, être caressé par des inconnus, il s'en fiche. Mais je vais pas mettre mon chien dans une situation qu'il apprécie pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas... ça me convient pas, donc en fait, c'est un super chien de famille. Vraiment au top. Qui va aimer tout le monde assez rapidement après 2 knackis. Très très facile à vivre. S'il n'y avait pas ces soucis de santé, je pense que je le qualifierais de chien absolument parfait, sans aucune objectivité. Mais là tu sais, même d'ailleurs, je commence à me poser la question, mon conjoint voulait un second chien, je crois que je suis pas prête. Je suis pas prête parce que non, c'est June forever, tu vois. Non, vraiment, je me dis là pour le moment, je crois que j'ai pas de place pour un autre chien. Dans mon cœur, il n'y a que June. C'est beau. Peut-être quand tu auras déjà un jardin, parce que 2 chiens en centre-ville, pour ceux qui expérimentent, vous comprenez pourquoi j'ai des réticences là-dessus. Mais ouais, non, pour le moment, je pense que je suis un peu exclusive, parce que tu vois, je vois déjà des chiens au quotidien, et j'ai déjà plein d'élèves avec qui je donne beaucoup d'amour, mais du coup, à la maison, c'est que June, quoi. Que lui, pour le moment. Voilà, c'est trop cool. C'est très beau en tout cas. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs qui t'ont aidé peut-être à construire cette belle relation que tu as et qui pourraient aussi aider à préparer l'arrivée de son chiot, du coup? Au niveau des ressources, c'est vrai qu'on a beaucoup de livres qui sont intéressants, mais je vais peut-être pas te faire toute la bibliographie que j'ai dans ma bibliothèque, c'est peut-être un petit peu long. Par contre, je vais conseiller quand même Kiko Pup. Alors, Kiko Pup, c'est une chaîne que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ouais. C'est une éducatrice canine américaine. Donc, Kiko, comme la marque de make-up. Hein. Ouais. Les Pup, PUP. Okay. Kiko Pup. Je crois que tu as 10 ans de vidéos gratuites d'éducation, tout en méthode positive. C'est une référence, hein, cette éducatrice. Je suis une grande fan. Donc, si tu veux, en plus, elle vient d'adopter un chiot en ce moment, et donc elle te montre toutes les bases d'éducation qu'elle fait avec son chiot. Et c'est quelqu'un qui donne, mais vraiment, je te jure, c'est un nombre d'heures de vidéos et de connaissances. Bon, alors du coup, c'est en anglais. Mais tu sais quoi, maintenant, c'est tellement génial ce qu'elle fait que carrément, c'est traduit dans plusieurs langues. Wow. On adore. Ouais. Bon, et mon niveau d'anglais est pas génial, et je comprends. Donc ça va, les gars, vous pouvez vous en sortir, je vous jure. Mais quand on commence à regarder ces vidéos d'elle et qu'on est intéressé par l'éducation positive, c'est sans fin. C'est-à-dire que tu as vraiment 10 ans de contenu à regarder. Donc je ne peux que vous conseiller cette chaîne YouTube absolument génialissime, qu'est Kiko Pup. Ok. Super, je mettrai tout ça donc dans les... Et moi aussi. Moi, regardez-moi. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui voudraient suivre un peu tes aventures en fait, du coup, là, pour le moment, j'ai plus qu'un compte Instagram. C'est gooddoggy.educ, je crois. Ouais. Pareil, je mettrai dans les notes. Ouais, voilà. Et en fait, sur mon compte Instagram, là, par contre, je publie beaucoup, surtout de stories où on voit mon quotidien au travail. Ouais. Parce que j'aime bien filmer un peu mes cours, j'aime bien vous donner 2-3 petites bribes d'informations pour partager et vous mettre un peu dans l'envers du décor. Donc après, au niveau des photos, c'est June et re-June, parce qu'il est formidable. Mais par contre, voilà, du côté des stories, là, vous voyez vraiment un peu, vous m'accompagnez dans mon quotidien d'éducatrice. Ouais. Et apparemment, ça plaît beaucoup. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Trop cool. Merci beaucoup Manon pour cet épisode. C'est un plaisir. Hyper enrichissant, hyper intéressant. Et peut-être pour un deuxième. Oui. À bientôt. Ce sera avec plaisir. Salut. Top, merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Manon et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @gooddoggy.educ et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!